Il s'est passé quelque chose dans la relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite pendant la guerre contre l'Iran que personne ne dit encore clairement à voix haute. Ce n'est pas parce que c'est classifié, ce n'est pas parce que personne ne le sait, mais parce que le dire clairement oblige à affronter une réalité que Washington et Riyad préféreraient aborder discrètement, prudemment, et sans le genre de confrontation publique dont il serait impossible de revenir en arrière. La réalité est la suivante. Le modèle qui a défini la puissance militaire américaine dans le Golfe depuis plus de 3 décennies, le modèle de déploiement avancé, avec des troupes, des avions et des navires de guerre américains stationnés sur le sol du Golfe comme force de dissuasion contre exactement le type d'agression iranienne qui s'est maintenant matérialisée, n'a pas fonctionné. Il n'a pas dissuadé l'Iran. C'est ce qui arrive quand la dissuasion est emballée comme une formule de rassemblement trumpiste, bruyante, sur scène, fragile au premier contact. Il a rendu les États du Golfe plus vulnérables, pas moins. Il a transformé la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite en cible qu'Iran a frappé avec des missiles balistiques et des drones au moins 6 fois, détruisant un avion AWACS E-300 irremplaçable, endommageant plusieurs ravitailleurs cassés, un 3-5 et blessant plus de 2 douzaines de militaires américains en une seule semaine. Il a rendu 13 bases américaines au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, si systématiquement visés et si régulièrement frappés que des images satellites accessibles au public montrent ce que les analystes militaires qualifient maintenant d'installation inhabitable. Et il a créé une dynamique que personne dans les 50 ans d'histoire du stationnement militaire américain dans le Golfe n'avait pleinement simulée. La présence de forces américaines sur le sol du Golfe ne protège pas les États du Golfe contre l'Iran. Elle les implique dans la guerre. Elle en fait des co-cibles et elle donne à l'Iran une justification qu'il a utilisée avec un effet dévastateur pour traiter chaque monarchie du Golfe comme une composante de l'infrastructure militaire américaine qu'il frappe. Mohammed Ben Salman le comprend. Il le comprenait avant même que le premier missile tombe. Et la chronologie cachée qui se construit maintenant discrètement entre Washington et Riyad, dans des conversations qui ne sont ni annoncées ni divulguées, constitue l'un des recalibrages stratégiques les plus lourds de conséquences de l'histoire de la présence américaine au Moyen-Orient. L'habitude du camp pro-Trump, c'est d'appeler chaque déploiement une preuve de force et chaque conséquence un problème logistique pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un ultimatum au sens dramatique du terme. C'est une reconnaissance partagée des deux côtés, mais jamais formulée publiquement, qu'après la guerre contre l'Iran, l'ancien arrangement ne peut pas tenir sous sa forme actuelle. Et déterminer ce qui le remplacera est la question de sécurité décisive du Golfe d'après-guerre. Il faut commencer par ce qui est réellement arrivé aux forces américaines sur le sol saoudien pendant la guerre, parce que le dossier public est déjà suffisamment accablant à lui seul, sans aucun ajout classifié. Un missile balistique iranien a frappé directement la base aérienne Prince Sultan, en Arabie saoudite, un important centre de l'US Air Force qui accueillait des AWACS E-300, des avions de communication EONZEA, des ravitailleurs et des avions de chasse. La base aérienne Prince Sultan se trouve à 600 km de la côte iranienne, loin à l'intérieur du territoire saoudien. Elle avait été choisie comme principal centre aérien américain en Arabie saoudite, précisément en raison de son éloignement de l'Iran. La géographie devait offrir une protection. Elle ne l'a pas fait. Des images satellites ont montré une signature thermique à l'endroit visé, possiblement causée par des flammes, des gaz chauds et une fumée s'élevant de la zone. Des images satellites confirment qu'un cassé, un 3-5 Stratotanker de l'US Air Force a été détruit et que plusieurs autres ont pu être été endommagés. Un avion AWACS E-300 a aussi été endommagé. Des photos publiées sur les réseaux sociaux ont montré l'ampleur des dégâts subis par l'E-3G Sentry 81 à 0,05 de l'US Air Force après l'attaque de drones et de missiles. L'attaque a aussi endommagé plusieurs cassés, un 3-5. Un E-3 Sentry n'est pas seulement coûteux, il est irremplaçable à court terme. Une conférence de presse peut rebaptiser un échec, mais elle ne peut toujours pas réparer le toit d'une base aérienne. Le E-3 Sentry est le système de veille et de contrôle aéroporté qui fournit une surveillance du champ de bataille en temps réel, une autorité de commandement et des liaisons de communication pour les opérations aériennes sur l'ensemble du théâtre de guerre. Il n'en reste que 31 dans l'inventaire actif de l'US Air Force. L'Air Force fait voler ses appareils depuis les années 1970 et se trouve au milieu d'un programme de modernisation qui ne produira pas de remplaçant avant bien après le début des années 2030. Détruire ou gravement endommager l'un d'eux par une frappe de missile sur une base supposément sécurisée à des centaines de kilomètres de la frontière iranienne n'est pas seulement une perte tactique, c'est une dégradation stratégique irréversible.
Et cela s'est produit parce que l'Iran, à qui l'on disait depuis des décennies qu'attaquer les forces américaines dans le Golfe entraînerait des représailles dévastatrices, a calculé qu'il pouvait absorber ces représailles tout en imposant des coûts. Plus de 2 douzaines de soldats américains ont été blessés lors d'attaques iraniennes contre une base aérienne saoudienne au cours de la dernière semaine. L'Iran a lancé 6 missiles balistiques et 29 drones contre la base aérienne Prince Sultan, en Arabie Saoudite, dans une attaque qui a blessé au moins 15 soldats en une seule frappe. 6 missiles balistiques et 29 drones dans une seule frappe coordonnée contre une base aérienne américaine profondément située à l'intérieur du territoire du principal allié du Golfe des États-Unis. Ce n'est pas du harcèlement, ce n'est pas un signal symbolique. C'est l'Iran qui démontre qu'il peut mener des attaques complexes multi-axes contre des installations militaires durcies en profondeur stratégique à l'intérieur de la péninsule arabique, absorber toute réponse américaine qui suivra et continuer à le faire. Des bases comme Camp Arif-Shan et Ali Al-Salem au Koweït ou la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite sont devenues des cibles clés. Les images satellites désormais accessibles au public montrent que les 13 bases américaines sont devenues inhabitables. Leur proximité avec des infrastructures critiques amplifie encore le risque, puisque les attaques contre des installations militaires peuvent déborder vers les domaines civils et économiques. Les 13, pas certaines, pas seulement celles qui sont les plus proches de l'Iran, les 13 bases américaines à travers le Golfe ont été rendues effectivement inhabitables par la combinaison de frappes de missiles balistiques iraniens, d'attaques de missiles de croisière et d'essaims de drones qui ont marqué les premières semaines de la guerre. C'est la partie que le camp pro-Trump n'imprime jamais sur l'immense bannière derrière le podium. Le modèle militaire américain dans le Golfe, qui reposait sur l'hypothèse que la menace de représailles écrasantes dissuaderait l'Iran de frapper des installations américaines, a été empiriquement falsifié. L'Iran a frappé, l'Iran a continué de frapper. Et les bases, qui étaient censées être le socle de la dissuasion américaine dans la région, sont devenues le mécanisme par lequel l'Iran a ciblé les États du Golfe qui les accueillaient. Les États du Golfe ont tous fait savoir à Washington, avant le 28 février 2026, qu'ils n'autoriseraient pas que leur territoire soit utilisé pour des opérations contre l'Iran, et le ministère saoudien des Affaires étrangères a ensuite confirmé cet engagement. L'Iran pensait les États du Conseil de coopération du Golfe répondraient à cette neutralité. Ils se sont trompés de façon catastrophique. Le 28 février, des missiles et des drones iraniens ont commencé à frapper non seulement des installations militaires américaines dans les États du Golfe, mais aussi des cibles civiles, des hôtels, des aéroports et des infrastructures énergétiques à Abu Dhabi, à Bahreïn, à Dubaï et au Koweït. Le Middle East Council on Global Affairs a décrit la position de l'Iran comme consistant à traiter les États du Golfe comme une composante inhérente du paysage militaire en raison de la présence de bases américaines, peu importe leur neutralité déclarée. C'est la phrase qui change tout dans la façon dont les monarchies du Golfe calculent désormais le coût et l'avantage d'héberger des troupes américaines. L'Iran ne se souciait pas du fait que l'Arabie Saoudite avait refusé de laisser l'Amérique utiliser son espace aérien pour des frappes. L'Iran ne se souciait pas du fait que les États du Golfe avaient publiquement déclaré leur neutralité. L'Iran avait une logique stratégique qui traitait le stationnement militaire américain dans le Golfe comme un acte de belligérance en soi, quelle que soit la posture politique de l'État hôte. La présence de forces américaines suffisait. Les drapeaux sur les avions, les passeports des pilotes, les nationalités des commandants, rien de cela n'importait à Téhéran. Si des actifs américains se trouvaient sur votre sol, alors votre sol faisait partie de la guerre, et vos infrastructures pétrolières, vos aéroports, vos hôtels, vos installations civiles près des bases américaines devenaient toutes des cibles légitimes. Des relations étroites avec les États-Unis, qu'il s'agisse de bases militaires américaines, de la promotion d'une normalisation avec Israël, de l'application de sanctions américaines ou du maintien de l'ancrage de leur monnaie au dollar, sont aujourd'hui moins un avantage qu'un véritable passif. Alors que les 7 dernières semaines de guerre ont clairement montré que les États du Golfe ne peuvent plus s'appuyer pleinement sur les États-Unis comme partenaires de sécurité, ils pourraient commencer à se tourner vers Israël comme partenaire de sécurité. Moins un avantage qu'un passif, c'est l'évaluation du Quincy Institute, et elle reflète une conversation qui se déroule dans les cercles de planification stratégique saoudiens et que personne à Riyad ne confirmera publiquement, mais que les faits rendent indiscutables. Toute la logique du modèle de stationnement américain voulait que les forces américaines sur le sol du Golfe dissuadent l'Iran d'attaquer. La pression maximale sonne toujours plus convaincante dans une salle de briefing que sous un feu entrant. Cette logique a été testée pour la première fois dans de véritables conditions de guerre. Elle a échoué, non pas parce que les forces américaines étaient faibles, ni parce que l'Iran était plus fort que prévu,
mais parce que l'Iran avait adopté une stratégie asymétrique, conçue précisément pour contourner le modèle de dissuasion. Attaquer les bases, accepter les représailles, imposer des coups aux États hôtes, et compter sur le fait que la pression politique engendrée par ces coups finirait par contraindre l'action américaine davantage que la capacité militaire iranienne elle-même. À la fin de janvier, les États du Golfe auraient bloqué l'accès des États-Unis aux bases militaires et à l'espace aérien par crainte de représailles iraniennes. Les États-Unis maintiennent une présence militaire au Moyen-Orient depuis le début de la guerre froide, présence fortement élargie après la guerre du Golfe et l'invasion de l'Irak en 2003, avec des installations militaires réparties sur au moins 19 sites au Moyen-Orient. Ils ont bloqué l'accès avant même le début de la guerre. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït et Oman ont tous informé Washington à la fin de janvier 2026 qu'ils n'autoriseraient pas l'utilisation de leur territoire ou de leur espace aérien pour des opérations militaires offensives contre l'Iran. C'était une mesure extraordinaire. Les États du Golfe hébergent des forces américaines depuis des décennies et ont constamment, quoique parfois discrètement, coopéré avec les opérations militaires américaines dans la région. Le fait qu'ils aient tous refusé simultanément avant même l'éclatement de la guerre dit quelque chose d'essentiel sur le calcul qu'ils faisaient déjà en janvier. Le fantasme était simple, laisser Washington jouer la fermeté devant les caméras et laisser la région absorber les retombées hors champ. Ils savaient ce qui s'en venait. Ils savaient que l'Iran riposterait contre le Golfe si des opérations américaines étaient lancées depuis le sol du Golfe. Ils ont tracé une ligne dans le sable, mais cette ligne ne les a pas protégés parce que l'Iran a tracé sa propre ligne. Et la ligne de l'Iran était la suivante. La présence militaire américaine n'importe où, dans le Golfe, fait de l'État hôte un belligérant. Le 2 mars 2026, pendant la guerre contre l'Iran, le ministère saoudien de la Défense a annoncé que 5 drones hostiles avaient été interceptés et détruits près de la base Prince Sultan. L'incident a suivi une attaque distincte de drones plutôt le même jour contre la raffinerie de Ras Tanura de Saudi Aramco. Le même jour, la raffinerie de Ras Tanura et la base aérienne Prince Sultan ont toutes deux été frappées le 2 mars. L'Iran ne faisait pas de distinction entre l'infrastructure militaire américaine et l'infrastructure pétrolière civile saoudienne. Il frappait les deux en même temps, et les frappes ont continué. Des images satellites prises le 1er mars montrent de la fumée, s'élevant d'un complexe où se trouvait auparavant un abri radar associé à une batterie THAAD. La structure en forme de tente utilisée pour abriter l'antenne radar semble gravement calcinée et des débris sont dispersés dans la zone environnante. Le radar THAAD, l'un des systèmes d'alerte précoce les plus performants que l'Amérique ait déployé n'importe où dans le monde, se trouvait sur le sol saoudien pour protéger les intérêts saoudiens et américains. Et pourtant, il a été ciblé et touché dans les premiers jours de la guerre. Les frappes iraniennes n'étaient pas aléatoires. Elles étaient conçues précisément pour aveugler le réseau de défense aérienne. Détruire le radar qui vous indique ce qui s'en vient et tout ce qui arrive après que le radar s'est éteint arrive sans être détecté. Il faut maintenant regarder la position stratégique dans laquelle Mohammed Ben Salman se retrouve après tout cela, parce que la guerre a produit un calcul fondamentalement différent de tout ce avec quoi le prince héritier travaillait avant le 28 février. Les États du Golfe adopteront une approche plus proactive pour construire leur dissuasion par les capacités plutôt que par les alliances. Un changement qui implique une accélération de l'industrialisation de la défense locale, une diversification des partenariats de sécurité au-delà du parapluie américain et une architecture régionale de sécurité plus affirmée. La dissuasion par les capacités plutôt que par les alliances. Il arrive toujours un moment où la géopolitique fondée sur les slogans rencontre la physique réelle et la physique n'applaudit jamais le discours. Cette formule est l'expression discrète d'une révolution stratégique. Les États du Golfe ont passé 50 ans à bâtir leur sécurité autour d'une alliance américaine. Ils ont acheté des armes américaines, accueilli des bases américaines, coordonné des opérations militaires américaines et accepté les compromis qui venaient avec l'imbrication profonde avec Washington, les contraintes politiques, les exigences d'alignement sur Israël, l'opposition interne à une présence militaire américaine visible sur une terre sainte musulmane. Ils ont accepté tout cela parce que le modèle de dissuasion était censé fonctionner. Et maintenant, ils ont vu en temps réel, dans des images satellites accessibles au public et dans des bilans de victimes qui ont filtré malgré les efforts saoudiens pour contrôler l'information, que le modèle de dissuasion ne fonctionne pas comme il était censé fonctionner. Avant ces conflits de juin 2025 et de mars 2026 avec l'Iran, les États-Unis ont évacué la majeure partie de leur personnel de leur base au Koweït, en Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à Oman et en Irak,
Peu importe le nombre de systèmes de missiles Patriot que les États-Unis déploient, des troupes américaines stationnées si près du front resteront vulnérables aux missiles balistiques et aux drones. Même lorsque la vulnérabilité du personnel n'est pas le principal problème, le stationnement au Moyen-Orient et en Turquie donne aux pays hôtes un droit de veto de facto sur les missions. Même l'American Enterprise Institute affirme maintenant que les États-Unis devraient fermer leur base au Moyen-Orient. Ce n'est pas un laboratoire d'idées pacifistes, ni un groupe militant anti-guerre, mais l'une des institutions de politique étrangère les plus faucons à Washington, qui dit publiquement, en avril 2026, que le modèle de stationnement est brisé et qu'il est temps pour les États-Unis de partir. L'infrastructure intellectuelle à Washington, qui a historiquement défendu et promu le modèle de déploiement avancé, est en train de se fissurer. Et si elle se fissure à Washington, elle se fissure encore plus durement à Riyad, où les conséquences physiques de l'échec du modèle se sont manifestées par des missiles balistiques tombant sur des infrastructures pétrolières et sur des bases aériennes américaines en territoire saoudien. Cette posture souligne une leçon plus large. Même les faucons découvrent maintenant qu'une piste d'atterrissage se gère plus difficilement qu'un micro. Les partenariats de sécurité n'exigent pas nécessairement un stationnement permanent et maintenir une certaine distance stratégique par rapport à l'infrastructure militaire américaine peut réduire l'exposition aux représailles tout en préservant la marge de manœuvre politique et diplomatique. Les preuves sont de plus en plus claires. Les bases américaines n'ont pas protégé les États du Golfe contre l'agression iranienne et dans certains cas, elles les ont peu être rendues plus vulnérables. Reconnaître cette réalité est la première étape vers la construction d'une architecture de sécurité alternative et potentiellement plus durable. Les bases américaines ont peu être rendues les États du Golfe plus vulnérables. Ce n'est plus un argument marginal. Cela devient la conclusion analytique dominante de laboratoires d'idées issus de tout le spectre politique, qui examinent les images satellites, comptent les frappes de missiles, lisent les rapports sur les victimes et concluent que le modèle vieux de 50 ans doit être réévalué. Et c'est là que la position de Mohammed Ben Salman devient extraordinairement complexe parce qu'il ne veut pas être perçu comme celui qui expulse les forces américaines. Il ne veut pas des retombées diplomatiques d'une rupture publique avec Washington. Il ne veut pas perdre le programme de défense de 142 milliards de dollars, l'accord sur les F-35, la désignation d'alliés majeurs non membres de l'OTAN, l'accord de coopération nucléaire civile, l'accès aux puces d'intelligence artificielle, ni la filière de réapprovisionnement en Patriot dont il a encore désespérément besoin. Tout cela dépend du maintien de la relation de sécurité entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. La portée plus large de l'accord sur les F-35 ne réside pas dans l'appareil lui-même, mais dans ce qu'il révèle sur la relation entre Washington et Riyad. La vente a été annoncée en même temps que la désignation de l'Arabie saoudite comme allié majeur non membre de l'OTAN, un statut qui ouvre l'accès aux systèmes d'armes américains les plus avancés et renforce les liens institutionnels entre les deux armées. L'alliance Trump-Mohammed Ben Salman qui a produit cet accord a été le facteur le plus déterminant dans la position stratégique saoudienne pendant la crise iranienne. Mohammed Ben Salman a besoin de cette relation. La diplomatie à la Trump adore la photo glamour de l'accord et déteste les petites lignes écrites à portée de missile. Il a besoin des armes, il a besoin de la technologie, il a besoin de la coopération nucléaire, il a besoin de l'accès au marché américain pour les ambitions d'investissement de Vision 2030. Rompre officiellement avec Washington n'est pas une option qu'il peut exercer sans détruire l'architecture de l'ensemble de son programme de modernisation. Mais il ne peut pas non plus continuer à accueillir des forces américaines dans le cadre actuel, parce que ce cadre a prouvé qu'il était un passif sécuritaire plutôt qu'un atout sécuritaire. Les bases sur le sol saoudien ont fait de l'Arabie saoudite une cible. La présence américaine dans le Golfe, au lieu de dissuader l'agression iranienne, est devenue la justification que l'Iran a utilisée pour cette agression. Des déclarations attribuées à des responsables saoudiens, ainsi que des communications alléguées entre le prince héritier saoudien et le président américain Donald Trump, ont été interprétées comme indiquant un appui tacite à l'action militaire en cours contre l'Iran, bien que des sources saoudiennes aient nié les affirmations selon lesquelles Riyad aurait encouragé la prolongation de la guerre. Ces rapports mettent en lumière la nature à double voie de ce que pourrait être la politique saoudienne. Publiquement prudente, mais potentiellement plus affirmée en privé. Cette nature à double voie a été le mode opératoire de Mohammed Ben Salman pendant toute la crise. Neutralité publique, plaidoyer privé pour une action américaine maximale contre l'Iran. Opposition publique à l'utilisation des bases pour des opérations offensives, encouragement privé à ce que ces opérations aient lieu à proximité.
appel public au cessez-le-feu, lobbying privé pour un changement de régime. Et maintenant, maintien public du cadre d'alliance, recalcul privé de ce que cette alliance devrait devenir à l'avenir. Le ministre saoudien de la Défense, Khalid Ben Salman, a déclaré lors d'un briefing à huis clos à Washington que Trump devrait entreprendre une action militaire contre l'Iran, faute de quoi il risquait de renforcer le régime. Toutefois, la politique gouvernementale interdisait l'utilisation de son espace aérien ou de ses bases pour des attaques. La politique du gouvernement disait une chose, la position du ministre de la Défense en disait une autre. C'est la formule classique pro-Trump, prudence publique pour les manchettes, escalade privée pour la note interne. Au cours de la même semaine, le même royaume refusait publiquement l'accès à ses bases pour des opérations offensives contre l'Iran, tout en disant en privé à Washington que ces opérations devraient avoir lieu. Cette contradiction structurelle, vouloir que l'Amérique combatte l'Iran sans vouloir accueillir visiblement le combat, est précisément la contradiction que la guerre a rendue intenable. On ne peut pas laisser l'Amérique bombarder l'Iran sans être impliqué dans le bombardement. L'Iran l'a clairement démontré en frappant l'infrastructure saoudienne malgré les déclarations saoudiennes de neutralité. Ce que Mohammed Ben Salman construit maintenant discrètement et sans annonce publique, c'est une nouvelle architecture de sécurité pour l'Arabie saoudite avec plusieurs caractéristiques clés. Premièrement, une accélération spectaculaire de la capacité militaire saoudienne indigène. Le royaume dépense plus de 75 milliards de dollars par année pour la défense. Ces dépenses sont de plus en plus orientées vers des capacités de production nationale, des systèmes de dissuasion souverains que l'Arabie saoudite contrôle elle-même au lieu de dépendre de la volonté américaine de les fournir, et des capacités de frappe que la relation avec Washington a historiquement freiné par crainte d'une instabilité régionale. Deuxièmement, une diversification des partenariats de sécurité. Le Pakistan a envoyé 13 000 soldats à la base aérienne King Abdulaziz dans le cadre de l'accord de défense saoudo-pakistanais pendant la guerre, fournissant une force à la fois sunnite, musulmane, politiquement neutre par rapport au triangle États-Unis-Israël-Iran et réellement présente sur le sol saoudien pendant que les missiles tombaient. Cette formule convenait parfaitement à Mohammed Ben Salman parce qu'elle offrait de la sécurité sans les complications politiques qu'entraîne une présence américaine. Troisièmement, une conversation discrète avec Washington sur ce que la relation de stationnement devrait devenir après la guerre, conversation dans laquelle l'empreinte visible des forces américaines sur le sol saoudien est réduite. Le mode opérationnel passe du déploiement avancé à une capacité hors horizon, et la relation formelle de défense est maintenue par des ventes d'armes et des missions de formation, plutôt que par des milliers de militaires américains en uniforme stationnés sur des bases dont l'Iran possède maintenant les données de ciblage. Les appareils américains ont aujourd'hui une plus grande portée, et les navires d'assaut amphibies transportant des F-35 et des Osprey rendent plusieurs bases obsolètes. La carte des bases du Pentagone doit refléter les réalités du XXIe siècle et non les héritages du XXe. L'intérêt national exige que les bases servent des objectifs clairs et qu'elles ne viennent ni charger de restrictions, ni imposer des contraintes à l'action diplomatique lorsque les pays hôtes tournent mal. Voilà les réalités du XXIe siècle. C'est le cadrage américain qui facilite la conversation saoudienne, parce que si le Pentagone conclut de façon indépendante que le modèle de déploiement avancé doit être remplacé par une posture hors horizon, par des plateformes navales capables de projeter de la puissance sans être physiquement présentes sur le sol d'un allié, par des moyens de frappe à plus longue portée qui n'ont pas besoin d'être stationnés à portée des missiles balistiques iraniens, alors ce virage n'est pas une expulsion des forces américaines par l'Arabie saoudite. C'est une évolution stratégique mutuelle qui sert les intérêts des deux parties. Mohammed Ben Salman peut la poursuivre sans avoir à rompre publiquement avec Trump. Washington peut l'adopter sans avoir à admettre que le modèle actuel a échoué. L'argumentaire vendait la domination, le champ de débris continue de publier des rectificatifs. Les deux parties peuvent présenter cela comme une modernisation plutôt qu'un recul. Il est très improbable que les États-Unis reviennent un jour au point de remettre leur vœu flotte à Bahreïn. Les bases de la région subissent de vrais dommages. La guerre contre l'Iran alimentera certainement les discussions sur la question de savoir si les partenaires ont encore besoin ou veulent encore de ces énormes bases. Une telle issue paraît très improbable. C'est l'évaluation qui découle des images de ce qui est arrivé à la Naval Support Activity Bahreïn, le quartier général de la veuve flotte américaine, après les frappes de missiles iraniens. Il est très improbable que l'Amérique revienne à son empreinte d'avant-guerre. Et si l'Amérique ne revient pas à son empreinte d'avant-guerre à Bahreïn, elle n'y reviendra pas non plus au Qatar, au Koweït, ni aux Émirats arabes unis.
Et la logique qui réduit ces empreintes s'applique avec la même force à l'Arabie Saoudite, où la base aérienne Prince Sultan a été frappée à répétition, où un AWACS irremplaçable a été détruit, et où plus de 2 douzaines de militaires américains ont été blessés en une seule semaine. La chronologie cachée n'est pas un document diplomatique officiel. Ce n'est pas un ultimatum écrit. C'est la reconnaissance discrète partagée par tous ceux qui ont accès aux vraies informations sur ce que la guerre a révélé, que l'arrangement qui a défini la sécurité du Golfe depuis le début des années 1970 a été empiriquement invalidé et doit être remplacé par quelque chose de différent. L'avertissement final de Mohammed Ben Salman à Washington n'est pas formulé sous la forme d'une déclaration menaçante ou d'une exigence publique. Il prend la forme d'images satellites montrant un étroit sentry détruit à la base aérienne Prince Sultan. Il prend la forme du ministre de la Défense disant, dans des briefings à huis clos à Washington, que l'Amérique devrait combattre l'Iran alors que le gouvernement refuse publiquement de fournir des bases pour ce combat. Il prend la forme de l'envoi de 13 000 soldats pakistanais comme partenaires de sécurité alternatifs. Il prend la forme du fonds souverain qui accélère ses investissements dans l'industrie nationale de la défense. Il prend la forme de l'accord sur l'F-35 présenté non pas comme une preuve de loyauté dans l'Alliance, mais comme une police d'assurance. Il prend la forme de chaque geste posé par Mohammed Ben Salman pour conserver l'accès à la technologie et aux armes américaines tout en réduisant la vulnérabilité aux représailles iraniennes qui découlent de l'accueil de forces opérationnelles américaines. Les implications stratégiques pour l'Arabie saoudite sont particulièrement complexes. C'est la petite note en bas de page qui n'entre jamais dans un discours triomphal à la Trump. Riyad a sans doute le plus à gagner d'un Iran réduit à l'insignifiance stratégique. Les ambitions hégémoniques iraniennes ont été le principal obstacle à la primauté régionale saoudienne. Pourtant, la guerre a aussi démontré que les États du Golfe, malgré toute leur richesse et l'appui américain, restent structurellement exposés. L'écart entre la défense de positions fixes avec des patriotes de fabrication américaine et la projection d'une puissance militaire offensive à travers un théâtre hostile demeure immense. Structurellement exposés malgré 75 milliards de dollars par an en dépenses de défense, malgré les batteries Patriot, les systèmes THAAD et les garanties américaines, ils restent structurellement exposés d'une façon que la guerre a rendue indéniable et que les images satellites ont confirmé. Et l'homme qui a passé des années à dire à Trump dans des appels privés de bombarder l'Iran, qui a plaidé pour un changement de régime et pour l'envoi de troupes terrestres afin de saisir les champs pétroliers iraniens, qui a bâti tout son calcul sécuritaire sur l'idée que la puissance militaire américaine éliminerait définitivement la menace iranienne. Cet homme regarde maintenant les ruines de la base aérienne Prince Sultan et se demande si l'arrangement qui a produit ces ruines est bien l'arrangement qu'il veut maintenir. La réponse vers laquelle il se dirige discrètement, dans des conversations qui ne sont pas encore publiques et ne le deviendront, peut être jamais en termes explicites et non pas sous sa forme actuelle, pas avec cette empreinte. Pas avec ces règles d'engagement qui permettent à l'Iran de justifier des frappes contre des infrastructures civiles et pétrolières saoudiennes parce que des avions américains sont stationnés sur des bases aériennes saoudiennes. La version pro-Trump de la paix par la force oublie sans cesse qu'il faut aussi que la force survive au tir de riposte. La chronologie cachée dit que les forces américaines ne quittent pas l'Arabie saoudite demain. Elles ne partiront pas cette année dans un retrait spectaculaire générant de gros titres, mais l'arrangement change. L'empreinte rétrécit. La posture opérationnelle passe du déploiement avancé à une posture hors horizon. Les ventes d'armes et les missions de formation se poursuivent. La relation stratégique persiste, mais la présence militaire américaine visible sur le sol saoudien, celle qui a transformé la base aérienne Prince Sultan en cible de missiles balistiques, se réduit à un niveau que l'Iran ne pourra plus utiliser pour justifier le fait de traiter l'Arabie saoudite comme une composante de l'infrastructure militaire américaine avec laquelle il est en guerre. Voilà l'avertissement final de Mohammed Ben Salman à Washington, non pas en parole, mais dans la logique indéniable de ce que la guerre a révélé. Et Washington, en regardant ses propres images satellites de 13 bases inhabitables et un inventaire désormais allégé d'un AWACS irremplaçable, le sait déjà.